Même à faible dose, les pesticides peuvent avoir des conséquences sur l'organisme et pourtant difficile de s'en passer dans l'agriculture moderne. La problématique de l'usage des pesticides pour les productions fait débat. Quel est le problème des pesticides? Pourquoi il est important de limiter leur utilisation et surtout, où en sommes-nous avec les pesticides chimiques de synthèse? Vous êtes sur Business 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Pesticides dans la production, nous en parlons dans ce numéro de Ça fait débat sur Business 24. Et pour en parler, je suis avec trois invités sur mon plateau. D'abord, M. Baboni, sous-directeur de la protection des cultures au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Bienvenue, monsieur, sur notre plateau. Merci. La deuxième intervenante, c'est d'ailleurs une dame, c'est Mme Zéhi Pauline, directrice de INADES Formation Côte d'Ivoire. Madame, bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de nous accueillir. Notre troisième invité, c'est le professeur, un enseignant d'ailleurs, professeur Arjuma Dembélé, désolé de d'écorcher votre nom, Arjuma Dembélé, directeur de recherche à l'UFR Sciences de la Nature à l'Université Nangui Abrokwa, président du Comité national Codex Côte d'Ivoire. Bienvenue, professeur, sur notre plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame, je voudrais bien que vous nous parliez de INADES Formation. On en entend parler, mais qu'est-ce que c'est que INADES Formation? Quels sont les attributs de INADES Formation? Merci. Je voudrais d'abord remercier Business 24 de nous offrir ce plateau pour pouvoir présenter INADES Formation et un pan de nos actions dans les différents pays où nous sommes installés. Donc, INADES Formation, c'est un réseau panafricain présent dans 10 pays qui s'est donné pour mission de travailler à l'autopromotion sociale des communautés les plus défavorisées. Donc, nous sommes un réseau qui est présent dans 10 pays africains, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, au Togo, au Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi et RDC. Et nous avons notre siège à Abidjan, qui est basé à Cocody Mermoz, et des bureaux nationaux dans chacun des pays que je viens de citer. Notre mission, comme je l'ai dit, c'est de travailler à l'autopromotion sociale des communautés les plus défavorisées. Et pour ce faire, nous avons 4 grands axes d'intervention. Nous avons l'axe système alimentaire basé sur l'agriculture familiale. Nous avons l'axe financement du monde rural, l'axe changement climatique et adaptation, résilience, et l'axe influence des politiques, où nous menons un certain nombre de plaidoyers sur différentes problématiques. Et l'une des problématiques, bien sûr, c'est la question des pesticides qui nous réunit sur ce plateau. Sur ce plateau. Madame, peut-être un mot très rapidement sur votre dernière campagne baptisée Campagne Conscience Alimentaire. Aliment comme aliment, terre comme la terre. Oui. Voilà, un mot dessus. Oui, le réseau INADES Formation a décidé depuis 2020 de travailler sur une campagne que nous avons dénommée Campagne Conscience Alimentaire pour sensibiliser à la fois les décideurs et le citoyen, l'opinion publique, sur le lien qu'il faut établir entre la qualité de notre alimentation et la qualité du sol sur lequel cet aliment est produit. Et ce qui nous a amené à retenir comme axe principal pour cette campagne la question des pesticides, parce que il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui ont été faites qui ont montré l'impact négatif que les pesticides ont sur la qualité de notre alimentation et un certain nombre d'inconvénients, de désagréments que ça cause à l'environnement, à l'organisme humain et même aussi à l'économie locale. Donc pour nous, cette campagne-là, c'est vraiment un axe
important parce que il est question en fait de pouvoir promouvoir le droit à l'alimentation dans toute sa dimension, en prenant en compte l'importance de pouvoir travailler à préserver l'environnement et la santé des consommateurs. Vous faites bien de mettre le pied dans le plat. Vous avez parlé de pesticides. Professeur Dembélé, généralement, on entend parler toujours de pesticides. Je voudrais que vous nous aidiez à comprendre c'est quoi les pesticides, surtout les pesticides chimiques de synthèse. Merci bien de l'opportunité que vous me donnez d'être sur ce plateau, notamment à l'initiative de l'INADES, qui en passant, je dis grand merci. Parce que ça fait un bon moment quand même qu'on collabore ensemble, et aussi au ministère de l'Agriculture, où moi-même j'y étais, en tant que responsable d'un laboratoire de référence pour ce qui concerne des produits agrochimiques. Et en ce qui concerne les pesticides, il faut dire que le mot lui-même... Parlez un peu plus fort, professeur, pour qu'on puisse vous entendre. Okay. Le mot lui-même, pesticide, ça dit peste, c'est ce qui est nuisible. Et cide, le suffixe cide, ça veut dire ce qui permet de tuer ce qui est nuisible. Mais dans l'entendement, la FAO ou l'OMS a bien donné une définition de ce que c'est qu'un pesticide, notamment les pesticides de synthèse chimique. C'est une substance, je vais faire la synthèse de cette définition, parce qu'elle est assez longue, parce qu'elle a un sens aussi juridique. Oui, c'est juste, oui. Voilà. Peut-être on va entrer juste pour comprendre la réglementation en Côte d'Ivoire, mais poursuivez avec Voilà. la définition. Ok, donc c'est une substance ou une association de substances qui est destinée à contrôler, à détruire tout ce qui est nuisible, les ravageurs, les plantes adventices, c'est-à-dire que comme herbicides, et aussi à traiter le bois et assurer aussi le confort des populations ou des fermiers. Par exemple, l'utilisation des produits à usage domestique, qu'on appelle de santé publique. Mais ça, c'est un sens encore beaucoup plus large. Ça sert aussi également à protéger les animaux, à traiter les plantes lorsque ils sont stockés, à assurer le mûrissement, etc., etc., et même la défoliation. Donc le sens est large. Ça veut dire qu'il y a des molécules qu'on va trouver qu'on appelle pesticides, mais qui sont utilisées aussi en santé publique et même en médecine vétérinaire. Mais chaque fois lorsqu'on parle de pesticides, on signale toujours son côté négatif. Est-ce que les pesticides ont tout de même un côté positif? Bien sûr, les pesticides ont un côté positif. Si aujourd'hui l'agriculture, les productions agricoles ont connu cet essor, je pense que c'est à l'usage des pesticides. Vous voyez, toutes les plantes que nous consommons aujourd'hui comme aliments, et même les animaux, ils étaient à l'état sauvage. Il faut les domestiquer. Et lorsqu'on les domestique, c'est comme on va faire une culture. Et lorsqu'on fait la culture, on développe ce qu'on appelle un itinéraire technique. Et lorsqu'on rentre dans ce contexte-là, les ravageurs, les ennemis, les maladies aussi s'adaptent. Ils viennent compétir avec l'homme. Et maintenant, les pesticides vont nous permettre de les contrôler et d'améliorer la production. Maintenant, la face cachée, si en voyant que cette protection des pesticides permet d'améliorer la production, qu'on en abuse, on fait un usage massif, non contrôlé, et bien ça devient dangereux. Ça va présenter des risques pour la santé humaine et même pour l'environnement. Et même avoir des effets létals qui n'est pas l'objectif visé par le fabricant de pesticides. C'est-à-dire que ça peut nous amener au cimetière. Boniba, dites-nous, que dit la réglementation, hein, parce que lorsqu'on parle de pesticides, maintenant il y a toute une réglementation sur la pesticide. Que dit la réglementation sur la production et la circulation, sur sa production et sa circulation justement en agriculture en Côte d'Ivoire? Merci également de nous accueillir. Le sujet déchaîne tellement de passion au niveau national. Tellement, même international. National qu'international, même au niveau mondial, on en parle, ça fait l'actualité, que nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Alors, au niveau de la réglementation ivoirienne, nous avons des textes de loi qui encadrent la circulation des pesticides, leur utilisation, leur importation et même la façon de les traiter quand ils sont dégradés. Et donc, nous avons une réglementation qui nous permet quand même de réglementer un certain nombre de choses. Les pesticides ne s'utilisent pas comme on veut, les pesticides ne sont pas vendus par qui veut, les pesticides ne sont pas importés par qui veut. Il y a des professionnels qui sont agréés
et qui font des homologations. Une homologation, c'est un processus d'approbation d'un pesticide et c'est seulement après ce processus-là qu'un pesticide peut être mis en vente sur le marché. Il peut être utilisé correctement par des producteurs, par des utilisateurs autres que ces producteurs-là également. Est-ce que les pesticides sont, je pose la question à tout le monde, hein, est-ce que les pesticides sont différents des pesticides chimiques de synthèse? Il s'agit concrètement de quoi à ce niveau? Pesticides chimiques de synthèse. Oui, professeur. Oui, merci. Effectivement, quand on dit pesticides chimiques de synthèse, ce sont des pesticides qui ont été fabriqués de façon synthétique. C'est-à-dire que la synthèse a été réalisée par des chimistes qui, à la différence de d'autres pesticides qui peuvent provenir de ce qu'on appelle la chimie douce, c'est-à-dire extraire à partir de plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les plantes ont mis des années à synthétiser ou à fabriquer. En une journée ou 2 semaines, l'homme a fabriqué ça et le met sur le marché pour combattre les ravageurs. Donc, cette chimie de synthèse-là, si elle n'est pas utilisée de façon rationnelle, présente beaucoup de risques. Et puis aussi, il faut faire aussi la différence qu'il y a d'autres méthodes ou d'autres substances ou produits ou organismes qui sont aussi appelés pesticides, mais qui ne sont pas forcément des chimies de synthèse. Des exemples, lorsque dans le cadre d'une lutte intégrée, on fera appel à ce qu'on appelle des prédateurs, à des organismes, à des bactéries, à des protozoaires, etc., qui, eux, ne sont même pas de chimie de synthèse. Madame Zey, dites-nous, vous, en tant qu'institut de formation, quel est votre rôle dans la promotion justement des pesticides de synthèse, des pesticides chimiques de synthèse? Est-ce que vous en faites la promotion? Non, il faut dire que, comme cela a été un peu l'orientation de toutes les politiques agricoles. Puisque je rappelle aux téléspectateurs que vous luttez contre la dégradation, contre l'utilisation des pesticides. Mais quel est votre rôle? C'est la sensibilisation? Oui, en fait, oui. Je disais en fait que comme tout acteur qui a été, je dirais, un peu moulé par les différentes orientations politiques agricoles au niveau de la Côte d'Ivoire, bien sûr, on a eu à travailler dans le cadre de nos interventions auprès des producteurs à utiliser des pesticides chimiques de synthèse, voilà, à les former à l'utilisation de ces pesticides. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus engagés, comme je l'ai dit dans le cadre de notre campagne Conscience alimentaire, nous sommes engagés à faire un plaidoyer auprès des décideurs pour justement réduire, voire éliminer l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse de l'agriculture, parce qu'on se rend compte en fait des effets néfastes de ces pesticides-là sur l'environnement. Donc nous avons eu par exemple, pour lancer notre campagne, à réaliser des études exploratoires pour un peu évaluer en fait le niveau d'utilisation des pesticides dans l'agriculture, des pesticides chimiques de synthèse, et évaluer en fait les effets néfastes de ces pesticides-là, ou bien comment est-ce que ces pesticides-là sont utilisés sur le terrain. Et on s'est vraiment rendu compte que d'abord, comme M. Boniba l'a dit, la réglementation n'est pas respectée sur le terrain en termes déjà même de transport, de commercialisation des pesticides. En termes d'utilisation des pesticides, la réglementation n'est pas respectée parce que les producteurs n'ont pas toujours les moyens d'acquérir les équipements de protection individuelle qu'il faut pour pouvoir utiliser ces pesticides chimiques de synthèse. Les dosages ne sont pas respectés, les conditions de stockage ne sont pas réunies, donc ce qui vraiment expose les producteurs à d'énormes dangers et également aussi les consommateurs. Dans le cadre de notre étude, nous avons eu accès à des rapports antérieurs qui ont montré vraiment des niveaux de pollution élevés des eaux, des sols. Par exemple, dans la région de Soubré, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré
la pollution des eaux. Au niveau de la région de Korogo, il y a une étude aussi qui a été faite là-bas qui a révélé le niveau de pollution des eaux et l'impact sur la santé des producteurs qui nous ont amenés à vraiment montrer en fait la pertinence de notre campagne et la nécessité vraiment d'interpeller les décideurs pour que la réglementation soit vraiment appliquée comme ça a été prévu, ou bien s'il y a vraiment des difficultés à appliquer la réglementation, qu'on puisse prendre des mesures pour vraiment limiter l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Également aussi, nous faisons de l'éducation citoyenne au niveau des producteurs et même des consommateurs pour leur faire comprendre la nécessité de pouvoir protéger en fait le droit à l'alimentation des populations en adoptant en fait des modes de production et de consommation qui soient sains, voilà, qui protègent effectivement les producteurs et qui protègent aussi les consommateurs. Justement, en agriculture, madame, puisque vous avez la parole, je vous relance avec cette question. En agriculture, qu'est-ce qui est préconisé? Qu'est-ce qui est préconisé? Nous, au niveau de INADES Formation, avec d'autres organisations partenaires, nous travaillons actuellement à la promotion des pratiques agroécologiques. Expliquez-nous un peu, oui. Des pratiques agroécologiques, ce sont en fait des modes de production qui permettent de protéger à la fois le producteur, l'environnement et le consommateur. Donc, c'est un ensemble en fait de pratiques qui essaie d'imiter au maximum le fonctionnement de la nature pour réduire au maximum l'utilisation des pesticides. Ça peut être par exemple des associations culturelles, des rotations ou bien l'utilisation de biopesticides, comme le professeur l'a évoqué tout à l'heure, voilà, qui sont des pesticides qui sont produits à partir des plantes qui ont certaines propriétés qui permettent de contrôler les ravageurs qu'on retrouve au niveau des plantes. Nous travaillons aussi à accompagner les producteurs à produire eux-mêmes leur compost, leur biocompost, pour ne pas avoir à recourir à de l'engrais chimique de synthèse. Donc, voici quelques-unes des actions que nous menons sur le terrain en termes de formation, éducation des producteurs aux pratiques agroécologiques. Et en même temps aussi, comme je dis, nous sensibilisons le consommateur pour que le consommateur en fait prenne conscience de son rôle d'acteur pour l'application, le respect du droit à l'alimentation. Parce que les choix du consommateur sont déterminants aussi pour le mode de production que le producteur va adopter pour pouvoir mettre à disposition l'aliment dont nous avons tous besoin pour pouvoir mener une vie correcte. On va demander au ministère, à Boniba, de nous dire concrètement, le ministère, qu'est-ce que le ministère adopte comme attitude face à la pesticide chimique de synthèse et le compost, comme madame le préconise justement dans leur campagne avec les producteurs. D'accord. Déjà, il faut relever le fait que le tableau plutôt sombre que madame a présenté ne nous réjouit pas, mais j'avoue qu'on a connu des situations pires. Je veux dire, il y a peut-être une décennie de cela, et ce fait-là a été observé à la sortie de la crise qu'on avait, la crise sociopolitique qu'on a connue. Un peu comme dans toutes les crises, il y a des relents et un certain nombre de mauvaises habitudes qui se développent dans certaines régions, dans certaines zones. Et donc on a hérité d'un tableau plutôt difficile. J'avoue que les populations ont adopté un certain nombre de comportements, l'administration n'a pas pu faire un certain nombre de contrôles correctement. Voilà pourquoi je dis qu'on a connu une situation pire à laquelle on a quand même solutionné. Je veux dire, on a adopté une certaine stratégie depuis 2012-2013 au niveau du ministère qui nous a permis dans un premier temps de former nos administrations déconcentrées. Je veux dire, on a un certain nombre de directions régionales dans certaines régions où nous avons des agents qui sont chargés de veiller à l'application de la réglementation phytosanitaire, mais également au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons une structure chargée de faire du développement, chargée de faire de l'encadrement, notamment la NADER. Et donc, nous avons utilisé ces différents canaux-là
pour déjà véhiculer un certain nombre de messages qui sont liés aux bonnes pratiques phytosanitaires. Nous légiférons également dans le sens de renforcer le cordon douanier. Je veux dire, on a un certain nombre de postes frontaliers où nous surveillons, parce qu'il y a un phénomène qui gangrène aussi l'activité, c'est la fraude au niveau des pesticides. Et cette fraude-là, elle se manifeste surtout de façon terrestre. Donc on a formé des douaniers, on a formé des gendarmes, on a formé des policiers, tous les corps qui sont impliqués dans les différents contrôles, pour permettre de renforcer justement ce contrôle-là. En 2014, par exemple, on est passé de 27 postes frontaliers à 39 au total pour densifier le contrôle. Alors j'évoque tous ces événements-là pour dire qu'on a quand même eu une certaine réaction. C'est vrai, il y a des formations, des sensibilisations, mais de façon active aussi, il y a de la coercition. Vu que quand il y a un certain nombre d'irrégularités, des revendeurs qui ne sont pas agréés, des produits qui ne sont pas homologués qui circulent, il faut les saisir. Bien, mais le problème que madame a évoqué est surtout le problème des bonnes pratiques phytosanitaires. Vous savez, un pesticide, c'est un peu comme un médicament. Il y a une posologie. Il y a une posologie, voilà. Il y a une posologie. Quand le pesticide est homologué, il y a une étiquette qui est également validée par l'organe qui s'appelle le comité pesticide, qui est l'organe qui est chargé, un organe interministériel qui est chargé de faire l'homologation de ces pesticides-là. Et donc sur l'étiquette, vous avez un certain nombre de recommandations, la dose d'utilisation, les différents équipements de protection individuelle que l'opérateur doit porter, les délais à respecter avant la récolte du produit qui a été traité et un certain nombre d'informations en tout cas qui doivent conduire à la bonne utilisation de ce pesticide-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours respecté et c'est dans ce sens-là qu'il nous faut éduquer les populations. Et aujourd'hui, la donne même est d'en arriver à une situation où nous aurons des applicateurs spécialisés, des personnes, puisque ça également c'est un corps de métier au niveau de l'activité phytosanitaire, des personnes qui sont spécialisées, qui se mettront à la disposition des populations pour faire les traitements suivant les normes qui sont édictées. Professeur, dites-nous, si les pesticides chimiques de synthèse sont nocifs, mais pourquoi tout simplement ne pas le retirer? Ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ne pas l'interdire totalement? J'aurais pu poser la question à Boni, mais pourquoi ne pas l'interdire définitivement? Si, il y a des groupes de molécules qui sont interdits définitivement. Oui, où il y a... Je vous en prie, allez-y, professeur. Allez-y. Moi, dans les années 70 à 80, j'étais encore tout jeune. Et je me rappelle qu'il y a des biplanes, des petits avions hélicos, qui passaient dans le cadre de la démoustication. On dit ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos portes, puis il y a des poudres aériennes qui descendent comme des nuages. Mais c'était fait à base de quoi? Du DDT, du dichloro, diphényl, éthane, qui aujourd'hui, les études post-toxicologiques ont montré qu'il est hautement cancérigène. Donc en agriculture, pratiquement en Côte d'Ivoire, tout ce qui est organochloré a été retiré. Mais maintenant, si vous trouvez sur le marché des pesticides, des molécules de ce groupe des organochlorés, notamment le lindane, c'est que ça a été introduit de façon frauduleuse. Et puis d'ailleurs, ils sont déviés même de leur utilisation. Nous, on a vu dans des cadres de nos études de recherche qu'ils ont isolé des isomères du lindane, puisque le lindane, lui, contient jusqu'à 12 isomères, le delta, le bêta, qui semblent avoir des propriétés bactéricides, et que le gamma lui-même, qui a la propriété insecticide, est un neurotrope. Donc les gens, ils utilisent ça, ils font rentrer ça dans les creux, la carie dentaire. Puisqu'ils ne sentent plus la douleur, ils pensent qu'ils sont guéris. Mais non, c'est le pesticide là qui est en train d'agir son effet neurotrope. Mais sinon, la carie continue. Et vous savez, la gravité de la carie, c'est des problèmes cardiaques. Donc, des recherches en Côte d'Ivoire ont permis de retirer dans les années, je dirais encore 2000, sous l'initiative aussi internationale, par exemple, l'endosulfane, qui était l'une des dernières molécules de ce groupe des organochlorés qui était encore en activité. Donc, permettez-moi encore d'aller un peu en arrière. Je vous en prie, allez-y. Pour faire la comparaison entre les molécules, c'est-à-dire le groupe qu'on appelle les pesticides, et puis les médicaments. La firme, la société qui crée, qui invente, qui découvre la molécule avec ses propriétés actives, a un brevet. Il va l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans son autorisation. Donc c'est protégé. Au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, ça passe dans ce qu'on appelle les génériques. Et quand c'est générique, tout ce qui a une capacité, ils peuvent aller là-bas et puis prendre la molécule et puis regarder la formule et puis la synthétiser. Alors en ce moment-là, les études post-toxicologiques ou post-homologation
sont pas parfois suivis. Ce n'est que dans le cadre parfois international, au niveau de l'OMS, au niveau du Codex Alimentarius, que les études de recherche vont montrer que, attention, cette molécule-là a d'autres effets qu'on n'avait pas pu voir lorsqu'elle était découverte et mise sur le marché. Dans ce cas, on sort une liste et on dit que c'est interdit. Mais quand c'est interdit, ça ne veut pas dire que la molécule n'est pas efficace sur les ravageurs. Maintenant, les petits marchés en bas, comme vous le dites là, la fraude existe. Et si le producteur, lui qui n'a pas peut-être cette information scientifique pour dire que c'est efficace, mais c'est dangereux pour l'homme et l'environnement, il va dire mais c'est moins cher. Pourquoi aller payer 1 litre à 12 000 francs, le même litre d'un autre produit qui peut me permettre de ne pas faire un traitement encore pendant 2 ans, je peux l'avoir à 3 000. Mais 3 000, attention, ça peut nous amener au cimetière. Permettez-moi de rebondir rapidement sur cette question-là, parce que vous avez posé une question assez intéressante que le commun des Ivoiriens, le commun des mortels pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas simplement et purement les pesticides qui causent tant de problèmes? Je voudrais dire qu'on a des défis de sécurité alimentaire qu'il faut évoquer. Sur certaines cultures, si vous n'appliquez pas de pesticides, vous allez vous retrouver avec zéro production. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens de contrôler ces nuisibles, mais aujourd'hui, les pesticides ont fait leur preuve en termes de rapidité d'action. Et donc, quand vous recevez des criquets pèlerins qui sont en train de dévaster des champs de céréales dans le Sahel, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas faire recours à des pesticides. Aujourd'hui, les pesticides sont utilisés dans des cas de catastrophes phytosanitaires telles que l'apparition de criquets pèlerins. Sur notre territoire, même ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu des apparitions d'autres nuisibles qui, grâce aux pesticides, on a pu quand même les juguler. Et donc, il faut bien les utiliser. Quelqu'un disait, c'est pas parce que des gens se suicident avec des médicaments qu'on va les interdire tout de suite. Ça sert à bien se soigner. Mais si vous dépassez les doses qui sont prescrites, il est clair que vous allez vous tuer avec ces médicaments. Donc c'est important d'utiliser les pesticides, mais de bien les utiliser pour avoir des productions qui permettent de nourrir une population qui est en train de croître de façon continuelle. Vous vous rendez compte que nous sommes aujourd'hui près de 10 milliards d'habitants sur la Terre. La population va encore s'accroître et on a besoin de produits en quantité suffisante pour nourrir tout ce monde. Donc c'est le commentaire que je voulais faire par rapport au fait que de façon systématique, on ne peut pas tout de suite comme ça les interdire. Il faut peut-être réduire la pression chimique avec les alternatives que madame a proposées, mais il faut quand même continuer de bien les utiliser. Pauline Zeyi, lorsque vous entendez effectivement ces commentaires, vous vous dites, quel est le constat que vous faites, n'est-ce pas, sur la réalité de l'utilisation de ces pesticides chimiques de synthèse sur le terrain? Effectivement, comme je l'ai dit... Lorsque vous allez justement vers, oui, comme je l'ai dit, vers les agriculteurs. Oui, c'est vrai que la réglementation existe, mais sur le terrain, on constate vraiment beaucoup de déviations, beaucoup de mauvaises pratiques en matière d'utilisation des pesticides. Est-ce qu'il ne faudrait pas former les utilisateurs de ces pesticides-là? Oui, il y a la formation, on continue de les sensibiliser, on continue de les former. Nous ne sommes pas, c'est pas INADES Formation Côte d'Ivoire seulement qui mène ces actions, hein. Même au niveau de l'État, par exemple avec le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable qui est piloté par le FICA, il y a eu beaucoup de technologies agroécologiques qui ont été mises sur pied. Voilà, il y a beaucoup d'autres organisations sur le terrain qui travaillent à promouvoir les pratiques agroécologiques, mais on a besoin vraiment en fait d'une volonté politique pour vraiment passer à une mise à l'échelle en fait de toutes ces initiatives, de toutes ces pratiques, de toutes ces innovations agroécologiques pour que ça soit vraiment adopté à grande échelle par les producteurs et que les consommateurs aussi puissent aussi s'adapter, voilà, à ce changement. En fait, nous voulons une transition agroécologique qui puisse vraiment aller vraiment vers une adoption massive des pratiques agroécologiques. Sinon, en revenant à votre question, effectivement, sur le terrain, comme je l'ai dit, on constate vraiment beaucoup de déviations. Pour prendre un exemple, nous avons eu à faire une enquête au niveau des producteurs maraîchers proches de l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, et on s'est rendu compte que près de 40% des produits chimiques qu'ils utilisaient pour traiter
la laitue n'était pas autorisée. Ça, c'est vraiment un grave danger pour la population. Pour les consommateurs. Qui consomment après ces produits maraîchers. Et non seulement ça, eux-mêmes, en tant qu'utilisateurs, ne se protègent pas. Et il y en a même qui vont jusqu'à faire leur propre formulation en faisant des mélanges par eux-mêmes. Sur quelle base? Donc vous voyez vraiment que le risque est vraiment très grand, très, très, très important. Et j'espère vraiment, comme M. Boni l'a dit, si on peut vraiment arriver à mettre en place un mécanisme qui fasse que peut-être les producteurs même ne soient pas en contact avec ces produits, que des applicateurs vraiment agréés, qui ont la formation, qui maîtrisent les dosages et tout, viennent faire les applications, ce serait vraiment l'idéal. Et il faut aussi encore voir toute la chaîne en fait d'approvisionnement, de distribution de ces produits. Dans quelles conditions c'est transporté d'un point A à un point B? C'est pas respecté. Dans quelles conditions c'est stocké? Les magasins de vente, de commercialisation qui accueillent ces produits, généralement ne sont pas aux normes. Elles doivent respecter un certain nombre de normes en termes d'aération et tout. C'est pas respecté. Et le producteur même qui va jusqu'à mettre ces produits chimiques-là dans leur maison, qui souvent ne sont pas aérés correctement et qui souffrent de maladies dont on ignore l'origine, alors que c'est le pesticide avec lequel il dort dans sa chambre qui en est la cause. Donc il y a vraiment beaucoup de mauvaises pratiques, voilà, qui méritent vraiment qu'on puisse adopter des mesures efficaces qui protègent à la fois le producteur et le consommateur. Vous faites bien, Pauline Zeï, de parler justement des risques. On va demander au professeur de nous dire concrètement quels sont les risques liés à l'utilisation de ces pesticides-là. D'abord, les risques sur terre, sur les terrains cultivables, je veux dire les surfaces cultivables, j'entends. Je fais partie parfois d'exemples bien précis. Tout à l'heure, Mme Zeï a soulevé le problème de l'utilisation des produits qui ne sont pas autorisés sur certaines cultures. Notamment, on voit ça souvent dans les cultures maraîchères. Et le problème avec les cultures maraîchères ou en horticulture, c'est que souvent, il n'y a pas suffisamment de molécules qui sont homologuées. C'est-à-dire que l'industrie n'homologue pas beaucoup de molécules destinées au traitement des cultures maraîchères parce que c'est considéré comme un secteur mineur. Ça n'apporte pas beaucoup de monnaie trébuchante. Donc ils préfèrent peut-être développer des molécules pour des filières comme le coton, le cacao, le palmier, l'huile et autres. Mais sinon, les cultures maraîchères, et ce qui amène parfois l'utilisation des produits qui sont destinés pour la culture du coton sur des cultures maraîchères. Alors là, il y a plusieurs risques. S'ils ne savent pas bien quelle est ce qu'on appelle les limites, les LMR, les limites de résidus autorisés ou tolérés, et ils ne respectent pas les DAR, on va se retrouver avec des concentrations de restes de molécules et de métabolites, c'est-à-dire les produits de dégradation de la molécule, dans ces récoltes-là, lors de la récolte lorsqu'elle est effectuée. Je veux dire, par exemple, si on utilise des organophosphorés, il y a un groupe, il faut attendre 7 jours après traitement avant de faire la récolte, 14 jours avant de faire la récolte, 31 jours avant de faire la récolte. Mais si vous ne respectez pas, dès que vous avez traité, vous ne savez pas c'est quelle molécule. Une semaine après, pour celle qui doit aller à 15 jours, vous partez faire les récoltes, vous allez vous trouver avec des concentrations de résidus. Et ces concentrations de résidus, c'est pas, surtout si c'est la culture maraîchère, c'est manger cru, c'est lavé. Mais ce n'est pas ce lavage-là qui va décontaminer ces productions. Donc le consommateur va se trouver avec des concentrations de résidus dans son organisme. Dieu merci pour l'histoire qu'on peut dire sur la Côte d'Ivoire. La plupart des molécules qui sont autorisées là sont biodégradables. Mais c'est une question de dose. Si la dose est élevée, vous pouvez faire une toxicité aiguë, une toxicité chronique. Mais ça n'arrête pas là. On a aussi les herbicides, des fongicides, qui des études ont montré que certains sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la présence d'une certaine concentration de ces molécules-là dans notre organisme va perturber le système hormonal, faire baisser la fertilité,
fertilité aussi bien humaine que humaine dans les deux sens, mâle comme femelle. Et ensuite, si ça stocke dans certains organes, tels que le foie, c'est des hépatites. La nécrose hépatique, c'est-à-dire le cancer du foie. En-delà de ça, aussi, il y a leur action même sur notre organisme direct. Notamment, certaines sont neurotropes, c'est-à-dire que ça perturbe la transmission de l'influx nerveux. Et certaines sont post-synaptiques, c'est-à-dire que les médiateurs chimiques qui sont assez nouveaux, qui vont permettre, par exemple, le battement cardiaque et autres, va être accéléré ou ralenti. Donc, on peut aboutir à des crises cardiaques. Oui. Colisée, vous voulez dire peut-être un mot là-dessus, sur la question? Oui, bon, en fait, le professeur... Sur les risques, hein, le professeur l'a dit, hein, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent que beaucoup de maladies, surtout les maladies modernes, sont en lien à mettre en relation avec les pesticides chimiques de synthèse. Voilà, nous avons un rapport de l'ONU qui indique que le Centre international sur la recherche du cancer a fait le lien entre les pesticides chimiques de synthèse et la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la stérilité, le cancer, etc. Donc, il faudrait que les populations, les acteurs se rendent compte que la question des pesticides est vraiment très, très cruciale et ça demande vraiment un changement de comportement au niveau de tous les acteurs. Parce que ça devient finalement en fait une question de santé publique. Boniba, dis-nous, qu'est-ce que le ministère fait pour protéger les consommateurs que nous autres nous sommes, puisque vous suivez les producteurs sur le terrain, les agriculteurs, vous essayez tant bien que mal à combattre les pesticides frauduleux. Mais qu'est-ce que vous faites pour protéger effectivement les populations, les consommateurs de tous les risques d'ailleurs que le professeur vient d'évoquer ici? Déjà pour revenir au commencement, si vous voulez à la genèse, la première chose que l'État fait pour protéger le consommateur, c'est de réglementer. En ayant une réglementation, on a des balises qu'on pose. Je le disais à l'entame que tout le monde n'est pas autorisé à vendre des pesticides, tout le monde n'est pas autorisé à les appliquer, tout le monde n'est pas autorisé à les faire circuler. Et donc déjà, pour commencer, nous avons une certaine réglementation qui vient durcir les règles du jeu pour permettre que ce soit des professionnels qui proposent des produits qui soient homologués. Toutes ces actions de réglementation peuvent être déjà décomptées en termes d'actions que nous menons pour protéger le consommateur. Ensuite, autre chose qui est prévue et qui est déjà même initiée, c'est de mettre en place des agences qui vont veiller à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire tient compte de la quantité que nous produisons. Pour les populations, il faut qu'on ait des quantités suffisantes de nourriture, mais il faudrait également que cette nourriture soit saine, c'est-à-dire contrôler l'aliment qui est produit in fine pour savoir si les résidus de pesticides dedans n'ont pas dépassé les limites. C'est ce que le professeur évoquait tout à l'heure en parlant de limite maximale de résidus. Parce que jusqu'à une certaine limite, l'aliment qui contient des traces de pesticides peut être toléré par le corps de l'homme. Et donc, il y a des contrôles qui sont faits de façon systématique pour prélever un certain nombre d'aliments, même au niveau de l'importation des produits qui ne sont pas produits ici, au niveau des ports, des aéroports et tout ça, les denrées alimentaires qui arrivent, il faut déjà surveiller pour voir le niveau de résidus dedans. Nous avons des laboratoires ici qui sont capables de vérifier dans ces aliments-là si le niveau de résidus n'est pas dépassé et si ce n'est pas impropre à la consommation de l'ivoirien lambda. Donc ça, par exemple, ce sont des actions qu'on peut mener déjà pour filtrer tout ce qui est aliment qui est mis dans l'assiette du consommateur. En plus de cela, il faut éduquer les populations. Et je le disais aussi, l'un de nos défis aujourd'hui, c'est d'arriver à éloigner le producteur du pesticide. Il faut qu'il y ait des professionnels qui traitent. Parce que les actions qui sont menées au niveau du champ sont celles qui se répercutent dans l'assiette. Si vous avez de bonnes pratiques phytosanitaires au niveau du champ, il est clair que vous réduisez tout ce qui est résidu de pesticides dans votre assiette. Et donc c'est là qu'il faut commencer. Aujourd'hui, notre objectif c'est d'ici peut-être 5 ans,
d'avoir sur le terrain que des professionnels. Le problème que madame a évoqué par rapport aux producteurs de maraîchers dans la zone de l'aéroport, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, qui ont déjà même effectué un recensement de ces producteurs-là. Et ils ont évoqué un certain nombre de pratiques. Ce qu'elle a dit n'est pas tout à fait faux. Bon, c'est pas faux. Ils ont un certain nombre de pratiques qui sont regrettables et pour lesquelles nous devons travailler à les éduquer. Parce que les cultures maraîchères sont des cultures qui se consomment crues. Donc c'est là où le danger est vraiment présent. Et donc nous voulons prendre ce problème-là à bras le corps, faire en sorte que ces producteurs de maraîchers-là soient encadrés, qu'ils utilisent que des produits homologués et qu'ils aient affaire à des applicateurs qui soient des professionnels. C'est vraiment ça. Une fois qu'on induit ce genre d'action-là, on se retrouve avec des aliments de plus en plus sains. Voilà, donc ce sont ce genre d'actions que nous entreprenons avec nos structures également d'encadrement, de vulgarisation qui promeuvent la mise en œuvre de tout ce qui est bonne pratique phytosanitaire. Professeur Dembélé, dites-nous, est-ce qu'il existe déjà dans vos laboratoires des alternatives à l'utilisation des pesticides chimiques en Côte d'Ivoire, par exemple? Oui. Que vous proposez au ministère? Pas seulement au ministère, que nous en avons travaillé déjà avec INADES et nous continuons à travailler. Je vous ai dit aussi que nous sommes, au moment où j'étais à la direction du laboratoire national d'appui au développement agricole, que l'unité que moi-même j'étais sur la paillasse, il est toujours le laboratoire de référence en matière de résidus et de contrôle de formulation des pesticides en Côte d'Ivoire et même parfois dans la sous-région. Effectivement, dans ce cadre-là, il arrivait, et je pense que ça continue, que le laboratoire, nous-mêmes, quand on a des moyens financiers, on s'auto-saisit par rapport à des problématiques qui se posent dans le domaine de l'utilisation des pesticides, dans le domaine agricole ou d'autres problèmes. Et, par exemple, tout jeune, quand moi je commençais, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un monitoring depuis la région de Odjéné jusqu'au parc de la Koumoé, où on a fait des prélèvements de lait maternel, on a fait des prélèvements des œufs de volaille, des termites, des céréales qu'ils utilisent pour identifier, balayer quelles sont les molécules qu'on rencontre dedans qui ne sont pas dégradées, quel est l'effet de ces molécules-là. Et à la suite de ça, on s'est concentré sur la région cotonnière de Korogo, qui nous a permis de recommander l'interdiction de l'utilisation du gamma HCH, le lindan, en Côte d'Ivoire. Sinon, le lindan était utilisé contre les myrides du cacaoyer et même dans le domaine de l'élevage, comme dans les bains de tiqueurs pour déparasiter les tiques. Vous vous rendez compte? Et puis après, ça traverse la peau et puis ça s'accumule dans les graisses. Et d'ailleurs, même les animaux, s'ils n'avaient pas suffisamment bu, l'effet neurotrope se manifestait sur eux. Mais aujourd'hui, le lindan, non. Je vous ai dit que si vous trouvez le lindan en Côte d'Ivoire, il est rentré de façon frauduleuse et il est dévié de son utilisation. Ensuite, on a travaillé aussi certaines zones, notamment Yamsokro, Boaké, le lac de Bio, et même au niveau d'Abidjan, par rapport à certains, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, où on a sorti des données, on met à la disposition du décideur, où on élabore, on approche un peu INADES ou d'autres, qui permet maintenant de valoriser les résultats de ces recherches-là. Et à l'autorité compétente de décider par rapport à l'utilisation, l'interdiction, la liste d'interdiction de certaines molécules. Alors, au niveau des labos aussi, vu ce travail que nous faisons, nous on sort les résultats. Nous ne sommes pas spécialistes de la vulgarisation ou du machin, on met ça à la disposition de l'autorité pour que les décisions soient prises. Mais je voudrais profiter aussi pour rebondir par rapport à, si vous me le permettez, allez-y, je vous en prie. ce qu'a dit Madame Zeyi, Pauline, à savoir qu'il faut qu'on change de comportement. Et ce que aussi a dit M. Baboni par rapport à la réglementation, aux efforts que font l'État de Côte d'Ivoire. Notamment, il a souligné qu'à la sortie de la crise, c'était difficile, beaucoup de choses à faire, effectivement. Mais ce qu'il faut dire, ma première préoccupation, moi je n'ai pas la solution, mais je voudrais bien vous, sur le plateau, poser la question. On sait bien que les pharmacies existent, non, en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens vont à Djamé? Ce qu'ils appellent pharmacie par terre. Pourquoi? C'est pas loin aussi de notre domaine agricole. C'est la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est un point d'interrogation. Donc, il faut insister sur la formation, faire comprendre aux gens que ces produits-là, c'est dangereux. C'est vrai que le risque zéro
n'existe pas. Mais certaines pratiques, si on le fait, va, comment dire, diminuer notre espérance de vie. Ça peut nous amener à l'action létale et que nul n'a le droit de mettre sur le marché une production, un aliment qui n'est pas sain, ce n'est pas un aliment. Et c'est poursuivi par les différentes lois. Que le fabricant aussi qui met le produit sur le marché, de tout n'est pas de mettre, hein. Il faut faire un suivi aussi pour que son usage soit correct. Et je pense, si la recherche, le ministère, l'État, les autorités ivoiriennes facilitent aussi les choses au niveau des producteurs, je pense que la situation va encore s'améliorer. Boniba, dis-nous, est-ce que c'est facile aujourd'hui de manger bio, des nourritures sans pesticides? Je dirais que ce n'est vraiment pas du tout facile et le professeur ne me contredira pas parce que beaucoup de gens pensent manger bio, mais en réalité ils ne mangent pas bio. Je pense que le terme bio est abusivement utilisé. Il faudrait regarder d'un peu plus près. Vous pratiquez une culture aujourd'hui où vous n'utilisez pas de pesticides chimiques de synthèse, vous estimez que vous mangez bio, mais il y a des précédents culturaux. Je dis la terre sur laquelle vous avez cultivé, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela, des personnes ont pratiqué une certaine agriculture avec des pesticides chimiques de synthèse. Il y a ce qu'on appelle aussi la dérive. Je dis, vous êtes en train de cultiver votre bio, il y a quelqu'un qui a une plantation dans les environs qui est en train de pulvériser et le vent, par l'action du vent, vous retrouvez des particules de pesticides qui se retrouvent dans votre nourriture. Donc j'ai pas envie de dire que c'est impossible de manger bio, mais c'est pas très évident. C'est pas très évident. Oui. C'est vraiment pas évident. Mais vraiment très rapidement, on n'a plus que 2 minutes. On va faire rapidement un dernier tour de table, 30 secondes chacun. Quels conseils vous pouvez, vous, Boniba, donner aux agriculteurs dans le cadre justement de l'utilisation des pesticides chimiques? D'accord, ok. Je vais aller très rapidement et souligner le fait que, en termes de conseils déjà, ce qu'on a entrepris, c'est de faire une communication intense à travers des masses médias. Il y a un film même qui est sorti, Quel pesticide pour mon champ, qui était diffusé sur les chaînes de télévision pour montrer aux populations un certain nombre de bonnes pratiques phytosanitaires. Et pour nous rapprocher de ces populations-là, depuis 2017, nous avons un arrêté qui a créé des comités départementaux. Dans chaque département, on a des comités où les populations même sont représentées, ONG, structures d'encadrement, pour traiter de la question des pesticides, communiquer sur les bonnes pratiques, faire de la régulation, mais également du contrôle et de la coercition pour les opérateurs qui seront véreux. Conseil à donner de façon pragmatique. Pour un producteur, il faut se référer à un professionnel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez près de 1000 revendeurs de pesticides qui sont agréés. On en avait un peu plus de 300 il y a de cela 6-7 ans. Aujourd'hui, nous avons près de 1000 revendeurs qui sont agréés. Pour dire qu'on a réussi à faire sortir de la clandestinité un certain nombre d'opérateurs qui sont formés et qui pourront les conseiller en termes de dosage. Deuxième chose, il ne faudrait pas utiliser les pesticides de façon systématique. Aujourd'hui, j'observe un effet de mode, mon voisin est en train de pulvériser, je prends moi également un bidon, je fais des mélanges et je pulvérise. Non, il faut traiter quand le besoin se fait sentir au niveau de la plantation. Donc, il ne faudrait pas utiliser de façon abusive, respecter les consignes d'utilisation, ne pas faire de déviation d'utilisation. Le pesticide, il est homologué pour une culture donnée, il ne faudrait pas l'utiliser sur une autre culture. C'est homologué sur un cotonnier, il ne faudrait pas l'utiliser sur des cultures maraîchères. Et dernière chose, référez-vous encore au ministère de l'Agriculture pour avoir la bonne information. Nous avons la liste des produits homologués, nous avons la liste des professionnels qui opèrent dans le domaine. On pourra toujours vous conseiller. Je vous remercie. Professeur Dembélé, on poursuit par vous. Est-ce que vous pouvez peut-être, en guise de conclusion pour vous de cette émission, dire un mot peut-être en conclusion, peut-être un conseil pour les producteurs ou les utilisateurs de ces pesticides chimiques? Je vais sortir un peu même de ce cadre. Je vous en prie, allez-y. Mais retenez que vous avez 1 minute. Oui, vous avez vu, le Covid est passé. Ça a entraîné une nouvelle méthode de distribution, de production des aliments. Il a fallu qu'on soutienne, on apporte des appuis à certaines familles, certains producteurs, même à certains États. On n'a pas fini avec le Covid où on parlait de l'apocalypse pour l'Afrique, qui n'a pas eu lieu, heureusement. C'est les missiles qu'on envoie en Ukraine et puis on se retrouve pas de maïs, même l'engrais, le prix des productions de ces produits-là sont en train de grimper. Ça veut dire quoi?
y compris les procédures, les méthodes que nous sommes en train, les bonnes pratiques que nous sommes en train de discuter là. Il va falloir qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse réellement sur notre agriculture et notre système, notre politique de production, et même au point de vue, pas seulement sur l'agriculture, mais sur l'ensemble même de l'État de Côte d'Ivoire. Que, attention, pour un État qui est souverain, indépendant, il faut arriver à nourrir sa population. Vous venez là justement d'interpeller Boniba. J'espère qu'il a entendu. J'espère qu'il a entendu. C'est pas lui seulement, c'est pas le ministère de l'Agriculture seulement. Il représente le ministère sur votre plateau. C'est pas le ministère de l'Agriculture. Zéhi Pauline, dites-nous, voilà, en conseil, vous êtes tout le temps en contact avec les producteurs sur le terrain. Vous allez en contact avec eux aujourd'hui sur le plateau. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, conseil justement pour ne pas qu'ils utilisent de façon abusive les pesticides chimiques? Déjà, avant de m'adresser aux producteurs, je vais d'abord m'adresser aux consommateurs que nous sommes. Chacun de nous est consommateur et il faudrait qu'on passe en fait d'un stade de consommateur passif à un stade de consommateur actif. Il faudrait que le consommateur soit beaucoup plus regardant sur la qualité des aliments qui arrivent sur sa table. Et cet éveil de conscience-là peut influer sur le producteur qui se verra obligé de revoir sa manière de produire, de revoir son système de production pour adopter des modes de production beaucoup plus sains qui permettent de respecter justement ce droit à l'alimentation. Donc c'est un message que je veux d'abord lancer aux consommateurs. Parce que le consommateur doit pouvoir jouer un rôle pour que son droit à l'alimentation soit respecté. Ce qui va amener aussi à faire bouger les lignes au niveau des producteurs. Et comme le professeur Dembélé l'a dit, c'est aussi important qu'au niveau institutionnel, on puisse vraiment revoir nos politiques agricoles, nos politiques alimentaires, nos politiques nutritionnelles, pour vraiment décider qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nous, pour notre santé, pour la durabilité de l'agriculture, pour notre développement. C'est vraiment un exercice important auquel on doit parvenir. Et je ne sais pas si c'est pour clore mes propos. Je vous en prie, allez-y. Vraiment pour clore. Si nous avons tous suivi l'actualité, nous savons que hier, le président de la République a participé à la remise du super prix de l'ASCAD. Et justement, le super prix a été attribué à Dr Felicia Johnson de l'université Félix Houphouët-Boigny, voilà, pour ses travaux de recherche sur des biopesticides comme alternative aux produits chimiques de synthèse pour la conservation des denrées stockées et l'environnement. Donc pour moi, c'est vraiment un signal fort, voilà, qui montre que au plus haut niveau de l'État, il y a quand même une conscience quant à la nécessité d'aller vers des alternatives pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans nos systèmes de production, dans la conservation des aliments. Et je souhaite vraiment que ce signal-là puisse s'amplifier, voilà, à travers des politiques beaucoup plus volontaristes qui puissent vraiment favoriser, voilà, ces pratiques agroécologiques pour que petit à petit, progressivement, on puisse vraiment réduire et mieux contrôler l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans nos systèmes de production. Pauline Zéhi, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de INADES Formation Côte d'Ivoire. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. Je remercie également Boniba, sous-directeur de la protection des cultures au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci d'être passé. Merci. Un grand merci au professeur Dembélé, qui est directeur de recherche à l'UFR Sciences de la Nature à l'université Nangui Abrogwa, c'est en Côte d'Ivoire, justement à Bichon, président du comité national Codex Côte d'Ivoire. Professeur, merci également d'être passé sur notre plateau.
Merci bien. C'est la fin de cette émission de Ça fait débat sur Business 24 consacrée à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse en agriculture avec l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir et à très bientôt sur Business 24.